Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire de ce journal du 10 juillet. Les fortes chaleurs provoquent une baisse significative des ressources en eau. Pour mieux connaître les usages et trouver des solutions adaptées à la population, la Société monégasque des eaux a lancé une grande enquête publique. Son directeur Manuel Nardi sera notre invité. Elle a accompagné une centaine d'entreprises créées par des monégasques ou leurs conjoints. Monaco Boost fête ses 5 ans. Nous reviendrons dans un reportage sur cet anniversaire. La protection des mers et des océans est une priorité pour le gouvernement princier. L'exécutif le prouve encore aujourd'hui en soutenant financièrement notamment une entreprise monégasque engagée dans la décarbonisation maritime. À suivre le portrait de Scorpio. Et puis les concerts d'été ont repris au Palais Princier. Ils permettent au public de vivre un moment hors du temps dans la cour d'honneur de cette bâtisse emblématique transportée par les talentueux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous avons assisté au premier concert. Avant de développer ces titres, rejoignons notre équipe devant le Conseil d'État où vient de s'achever le point presse du procureur général alors que les 2 suspects dans l'assassinat de la poseuse de bombes qui a attenté à la vie de Vadim Hermovlev à Monaco ont été placés en détention provisoire à Kiev hier. Théo Schumer, quelles sont les dernières informations communiquées ce soir ? Oui, aujourd'hui, nous en savons davantage sur l'identité des 2 hommes ukrainiens qui auraient assassiné Anastasia Berezovska, la poseuse de bombes de Monaco, retrouvée morte à Kiev lundi dernier. Le premier a 33 ans, originaire de Ritomi, la même ville que la suspecte. Il est agent du renseignement militaire, encore en activité au moment des faits, et il aurait servi dans les forces armées ukrainiennes. Le second a 49 ans, il est originaire d'Ouman, au sud de Kiev. C'est un ancien policier en activité jusqu'en 2020 qui serait aussi, d'après la presse ukrainienne, un ancien du SBU, les services spéciaux ukrainiens. Lui a un profil plus complet encore. Son avocat dit qu'il a combattu dans l'est de l'Ukraine en 2014, puis en 2022 lors de l'invasion russe. Bref, ce sont 2 suspects que les enquêteurs suivent de très près. Ce soir, le procureur général de Monaco a surtout tenu à donner des nouvelles des victimes de l'explosion. Je vous propose de l'écouter. D'abord, pour les victimes, puisque ce sont les premières personnes concernées, l'enfant qui avait pu être entendu est toujours hospitalisé à l'hôpital de Lanval. La femme qui a été gravement blessée va un peu mieux d'après ce que l'on nous a dit, mais son pronostic vital est toujours engagé. Et en ce qui concerne l'homme qui a été aussi blessé, il n'est pas encore en état d'être entendu, mais son état s'améliore. Voilà donc ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette affaire. Pour l'heure, les 2 assassins présumés d'Anastasia Berezovska sont toujours mis en examen et placés en détention provisoire depuis hier à Kiev pour homicide volontaire en réunion avec préméditation. Ils ne sont pas libérables sous caution. L'enquête se poursuit du côté des autorités ukrainiennes et allemandes en lien étroit avec les enquêteurs monégasques qui cherchent désormais à savoir qui a pu ordonner à la suspecte de poser sa bombe le 29 juin dernier et pour quel motif. Un mot sur l'avenir de la Roca Team. Ce vendredi, le tribunal de première instance a renvoyé au 31 juillet sa décision sur un éventuel placement en cessation de paiement de l'AS Monaco. Cette décision laisse donc un délai précieux pour présenter le dossier d'appel à la Fédération française de basket. Ce sera dans 10 jours, le 20 juillet. Il s'agit du 5e sursis pour la Roca Team dans ce dossier. Vous l'avez remarqué, les précipitations se font rares ces derniers temps. La canicule sévit depuis plusieurs semaines et le risque de pénurie d'eau plane sur la principauté. La Société monégasque des eaux, concessionnaire de l'État, a lancé mardi 25 juin une campagne inédite auprès des résidents monégasques. Pour parler plus en détail de cette initiative, le directeur général de la SMO est avec nous. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Sarah. Merci de nous accorder cette interview. Faisons d'abord un point, si vous le voulez bien, sur l'état des ressources. La principauté dispose de 6 sources naturelles. Elles peuvent assurer jusqu'à 50% de la consommation annuelle des usagers. On tourne autour de quel pourcentage actuellement ? Alors le chiffre que vous évoquez de 50%, il est malheureusement relatif au passé. Aujourd'hui, nos sources en moyenne sont entre, on va dire, un tiers, entre 25% et un tiers des besoins annuels de la principauté. Ça fait longtemps qu'on n'atteint plus les 50%. Et pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, les sources de Monaco sont inférieures à 25% des besoins de la principauté. Et c'est la raison pour laquelle notre petite vignette
Sur la météo de l'eau est passé à l'orange récemment, puisqu'on a une diminution de la ressource disponible en principauté par rapport aux besoins journaliers. Voilà, et le reste des besoins est comblé par les Alpes-Maritimes, mais là aussi la sécheresse sévit de manière exceptionnelle avec les canicules à répétition. Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer ? Alors, vous avez raison, la situation à Monaco est évidemment un petit peu similaire à ce que l'on voit dans les Alpes-Maritimes, avec une climatologie un petit peu similaire et des précipitations qui se ressemblent. Et effectivement, il y a des tensions qui se font jour un petit peu partout sur le bassin de vie de Monaco. Et de Menton à Nice, on est à peu près dans la même configuration. Et donc, il y a effectivement des tensions qui apparaissent régulièrement, de plus en plus régulièrement, entre les besoins exprimés qui sont en élévation du fait des canicules, vous le dites, hein, la chaleur s'accompagne toujours d'une augmentation de consommation, et des ressources qui, elles, ont tendance à s'amenuiser pour des raisons de disparition progressive de la pluie et ou de la diminution du manteau neigeux qui a déjà disparu à l'heure où on se parle. Et face à ce constat, il y a un peu plus de 2 semaines, la SMO que vous dirigez a lancé une grande enquête publique auprès des résidents de la Principauté. Quel est l'objectif ? Alors l'objectif de ce questionnaire qui est à vocation très très large, puisqu'on a essayé d'atteindre le maximum de personnes résidant en Principauté. Il a pour but d'abord d'un premier temps de faire un état des lieux de la maturité de l'opinion des gens, de voir un petit peu quel est le niveau de connaissance qu'ils ont de ces sujets liés à l'eau, au petit cycle de l'eau à travers l'activité humaine. Et puis ensuite, on aborde évidemment le côté perspective et comment eux voient l'avenir. Et puis enfin, on suggère des pistes de réflexion pour permettre de faire face à ces difficultés qui vont aller en s'accroissant, si on en croit les experts du GIEC, puisqu'on vit aujourd'hui une évolution climatique qui en est à ses débuts et qu'on peut supposer que les conséquences d'aujourd'hui seront largement dépassées quand il s'agira de voir la situation dans quelques années. Donc on leur propose différentes solutions et on leur laisse aussi le choix d'un texte libre au sein duquel ils peuvent exprimer leurs réflexions, leurs engagements, leurs craintes, leurs propositions éventuelles. Voilà, donc c'est un questionnaire très très large qui met en perspective un petit peu l'état des lieux de l'opinion publique par rapport à ces sujets-là. Et quelles sont les solutions envisageables ? Quelles sont les solutions à l'étude actuellement ? Alors les solutions envisageables, elles sont de 2 ordres, j'allais dire. Quand les besoins ne sont plus tout à fait couverts par les ressources, soit on diminue les besoins. Et ça a été déjà mis en œuvre. En 2023, le gouvernement monégasque avait pris des mesures de restriction d'usage pour passer l'été qui, vous en souvenez probablement, était très très sec lui aussi. Et si on veut éviter d'avoir recours systématiquement à ce genre de décision, il faut se doter d'augmentation de ressources. Alors c'est ce que l'on fait régulièrement à la Monégasque des eaux. On essaie de trouver des nouvelles ressources, de préserver des ressources existantes et puis éventuellement de réhabiliter des ressources qui auraient été perdues par le passé. Donc tout ceci fait partie d'un panel d'activités que l'on a actuellement et qui se développe. C'est comme ça qu'on a retrouvé le puits Annonciade en 2023 à l'époque, qui nous a permis d'alléger un petit peu la charge que l'on avait. Et puis, si ça ne suffit pas, il faut évidemment se retourner vers des solutions de ressources complémentaires ou alternatives. On peut citer 2 grandes familles. D'abord, c'est la réutilisation des eaux usées traitées, qui également dans le pays voisin a eu cours avec un développement assez fort de tout ce qui est le recours à ces eaux pour l'arrosage, l'irrigation, la voirie, etc. Et puis un deuxième volet éventuellement envisageable qui est la désalisation de l'eau, puisqu'on a la mer Méditerranée devant nous. Alors c'est pas sans poser de problèmes, notamment environnementaux, puisque le dessalement d'eau de mer produit des saumures qui sont un poison pour la Méditerranée. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et bien peser le pour et le contre. Et donc ces sujets-là sont esquissés dans le cadre du questionnaire et on est évidemment preneur de toute autre idée qui pourrait survenir, notamment la récupération des eaux grises, notamment des recyclages internes, des choses comme ça qui pourraient, d'une certaine mesure, alléger un petit peu la charge et permettre de bénéficier de ressources à peu près en adéquation avec les besoins futurs. Voilà, et ce questionnaire est disponible sur le site smo.mca. Notez que les réponses sont strictement anonymes et confidentielles et que cela prend que quelques minutes. Voilà, merci beaucoup Manuel Lardy pour toutes vos précisions. Je vous en prie. Passez un bon été avec le plus d'eau possible, j'espère. Et on espère. Merci beaucoup. Merci à vous.
Elle propulse les startups et projets innovants de Monaco depuis 5 ans. Joyeux anniversaire à Monaco Boost. La pépinière d'entreprise basée à Fontvieille a célébré le chemin parcouru depuis sa création aux côtés de nombreuses personnalités de la principauté et en a profité pour évoquer ses futurs projets. Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Le Monaco Boost est une pépinière d'entreprise lancée par le gouvernement en concertation avec le Conseil national. Eh bien, le Monaco Boost vient de souffler ses 5 bougies. En 5 ans, 98 entreprises créées par des monégasques ou leurs conjoints ont bénéficié des atouts du Monaco Boost. C'est un endroit qui n'est pas qu'un lieu d'hébergement des entreprises, c'est un lieu de vie. Et ce sont des endroits où se nouent des relations, des partenariats. Il y a des relations commerciales qui se créent entre voisins de palier au sein de cet étage-là. Et puis il y a une véritable animation autour de cet espace. C'est-à-dire qu'on va avoir des intervenants qui vont venir accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches administratives pour protéger leurs marques, leurs innovations, pour les aider dans leurs déclarations fiscales. Donc il y a vraiment tout un environnement et un accompagnement des entreprises. C'est pour ça que ce n'est pas juste un lieu d'hébergement, c'est vraiment un lieu de vie et d'accompagnement pour nos entrepreneurs monégasques. Un anniversaire célébré dans les locaux en présence du ministre des Finances et de l'Économie ainsi que des membres du Conseil national et des partenaires institutionnels du Monaco Boost. Dotée de 1200 mètres carrés, cette entité a accueilli jusqu'à présent 98 entreprises dont 48 y sont actuellement hébergées. Pour moi, le Monaco Boost, c'était vraiment une opportunité de pouvoir trouver un endroit pour pouvoir s'installer. C'est très compliqué à Monaco de trouver un lieu qui soit accueillant, qui soit cohérent et qui soit convenable. Moi, en tant qu'architecte, il fallait aussi que je reçoive des clients, mes premiers clients. Il fallait que ce soit donc un lieu qui soit bien. Et Monaco Boost, c'était ça. Et c'était aussi plus facile pour nous en termes de prix. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de trouver le bon endroit et trouver un prix qui soit bon pour nous aussi. Et à Monaco, c'est pas toujours simple. Les intérêts sont multiples. Déjà, on rencontre une formidable famille d'entrepreneurs monégasques et conjoints de monégasques avec lesquels on peut développer des fortes synergies et des amitiés. Et on participe à l'écosystème local et à la création d'entreprises innovantes, dynamiques et qui, à mon avis, définissent le futur de la principauté. Monaco Boost a effectué un nouvel appel à candidature qui s'est clôturé fin juin. Ces candidats pourront intégrer les locaux mi-juillet. Et dans les projets, il se pourrait qu'il y ait à l'avenir une extension des locaux dans le même bâtiment. Vous le savez, Monaco intensifie depuis quelque temps sa lutte contre le blanchiment d'argent. Dans ce contexte, une nouvelle formation a vu le jour cette année, créée par l'IUM et l'association monégasque des Compliance Officers. 100% des participants ont réussi l'examen lors de cette première session. Alexandre Olivier et Alexandra Paolini ont assisté à la remise des certificats. Voyez leur reportage. Nathalie et Estelle ont reçu leur certificat après avoir réussi l'examen de la certification LCB-FT-PC. Respectivement dans les assurances et dans l'immobilier, les deux femmes avaient besoin d'approfondir les exigences de la norme de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon elles, le contenu de la formation a parfaitement rempli son rôle. Incroyable, c'était très bien. Les formateurs étaient incroyables. Ouais, on a eu vraiment donc, des Mustapha, intervenants. Dan, tous ceux qui sont venus étaient incroyables. Ça s'est passé dans la bienveillance, la joie, voilà. L'échange, voilà. Oui, c'était vraiment très bien. La formation a été créée en collaboration entre l'Université internationale de Monaco et l'Association monégasque de Compliance. Jean-Philippe Muller, directeur général de l'IUM, est très satisfait du déroulement de la première session. Il nous explique comment le programme a été construit. Elle a d'abord été construite en prenant le soin de rencontrer à la fois les professionnels concernés pour répondre à leurs attentes. On les a beaucoup écoutés, on les a beaucoup rencontrés. Et puis de l'autre côté, on a été aussi discuter avec les autorités, le régulateur, voilà, pour essayer de faire la meilleure convergence possible en essayant de faire une formation qui soit d'abord et avant tout utile. La formation est née d'un vrai besoin observé par Emmanuel Montigo, président de l'AMCO. Le besoin, c'est de faire en sorte que tous les assujettis, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont soumis aux obligations de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes de destruction massive, donc ce cycle LCB-FT-CP, soient les mieux formés, les mieux préparés pour répondre à ces obligations-là. Et donc toute cette communauté qui rassemble plus d'une vingtaine d'activités très différentes, faire en sorte justement qu'on leur propose un outil dédié de formation qui soit adapté à leurs besoins. Donc le défi était grand, c'est réunir cette diversité, cette kyrielle d'activités dans une certification professionnelle adaptée aussi à chacun des secteurs représentés.
Alors que la première promotion reçoit son certificat, une deuxième session est déjà prévue à l'automne prochain. L'objectif affiché est de former l'ensemble des secteurs d'activité de Monaco au risque de blanchiment d'argent. La protection des mers et des océans est une priorité à Monaco. Le gouvernement princier a décidé de soutenir financièrement et d'accompagner une entreprise monégasque engagée dans un projet européen pour la décarbonisation maritime. Les détails dans ce sujet réalisé avec Alexandra Paolini. Société de shipping international établie à Monaco depuis 1984, Scorpio est leader mondial dans le transport maritime d'énergie, avec des antennes à New York, Londres, Athènes, Singapour, Mumbai, Istanbul, Manille, Riga, Houston et Dubaï. L'entreprise a basé son succès sur l'écologie. Elle participe aujourd'hui au projet européen Mariner pour la décarbonisation maritime. Le projet, c'est le développement d'une pile électrochimique pour produire de l'énergie électrique à partir de l'hydrogène. Cette solution va être une solution qui réduit à zéro les émissions de carbone et va être bien insérée dans les projets de décarbonisation du shipping. En parallèle, il donne aussi la possibilité d'avoir une souveraineté d'énergie, en considération que on parle d'hydrogène vert, ça veut dire un hydrogène qui normalement est produit par l'énergie solaire ou par l'énergie éolienne. Et on espère bien que ces deux types d'énergie ils vont être à disposition du monde dans le futur. Monaco, en tant qu'étatière, s'associe au fonds Horizon Europe pour permettre à des entreprises monégasques comme Scorpio de rejoindre un groupe d'entreprises internationales et ainsi répondre à des appels à projets de l'Union européenne. La société Scorpio participe activement au sein de son consortium à tout ce qui est lié notamment au test de ces nouvelles technologies grâce à un laboratoire qu'ils mettent à disposition et qui va vraiment permettre de collecter beaucoup de data autour de cette question-là. Ils ont d'ailleurs même prévu de le mettre en open source, c'est-à-dire de rendre les datas ouvertes au reste du monde. Et c'est ce qui nous séduit dans ce projet, car ça a vraiment un projet qui résonne avec les valeurs de la principauté. Il s'agit de la troisième société accompagnée par le gouvernement monégasque dans le cadre d'un projet de recherche et d'innovation soutenu par Horizon Europe. Et pour mieux protéger le milieu marin, les sanctions judiciaires pour celles et ceux qui polluent doivent être efficaces. Joël Casanova, magistrat détaché à l'École nationale de la magistrature, est intervenu sur ce sujet dans le cadre d'une conférence organisée par l'Académie de la mer. Elle est au micro de Crescinda Petit-Omel et Lionel Bernardi. L'action judiciaire est importante pour justement éviter toute pollution. Et on voit que c'est vraiment une réalité, puisque on peut s'apercevoir notamment en Méditerranée, pour avoir côtoyé longuement la plage du Laroto, que maintenant nous n'avons plus de petites boulettes noires qu'on pouvait apercevoir il y a quelques années. Et justement, ça c'est grâce à la réglementation qui évolue, mais aussi à l'action judiciaire avec des condamnations significatives en matière de pollution. Et donc on a une véritable évolution et donc moins de pollution aux hydrocarbures. Et donc le deuxième axe que je présentais, c'est maintenant les pollutions atmosphériques qui, elles, existent toujours, mais là aussi des actions significatives par certains tribunaux. Et donc là, l'idée aussi, c'est d'avoir moins de pollution atmosphérique. Et on voit aussi moins de gros panaches noirs sortant des navires. Donc là aussi, on a cette évolution. Donc ce que je venais faire, c'est justement leur dire que c'était important, que ça va dans le bon sens, mais que le travail n'est pas tout à fait terminé encore aujourd'hui. Chaque été, Monaco célèbre la musique classique dans l'un de ses décors les plus féeriques. La cour d'honneur du Palais Princier accueille l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour des concerts exceptionnels. Le chef d'orchestre suisse Philippe Jordan a ouvert le bal de la saison hier avec un programme consacré à Mahler, un moment suspendu auquel ont assisté José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Bastien Pigeon.
Au programme, les chefs-d'œuvre de la musique par les meilleurs interprètes. C'était le souhait du prince Régnier III lorsqu'il y a plus de 50 ans maintenant, il a créé les concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier. C'était le cas ce jeudi 9 juillet avec au programme la 5e symphonie de Gustav Mahler, dirigée par Philippe Jordan, l'un des chefs les plus éminents de sa génération. Un public nombreux et surtout attentif a su apprécier une fois encore le talent des 80 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est toujours le point culminant de l'année, de la saison, le Palais Princier. Donc, tu as tous les grands solistes et les grands chefs qui viennent ici. On a eu Temirkanov, on a eu Mazel, on a eu... je ne peux pas les citer tellement il y en a, quoi. Tous les ans au Palais, il y a les plus grands noms qui viennent diriger l'orchestre. L'endroit est exceptionnel, évidemment. C'est toujours un plaisir, un honneur aussi pouvoir jouer dans ce lieu. Pour Michel Mugot, basson, et Didier Favre, cor, ces concerts de cet été seront les derniers d'une brillante carrière de 44 et 35 ans au sein de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qu'ils quitteront sans doute à regret. Il y a une part de satisfaction parce que j'ai fait quand même 35 belles années ici, mais le regret, oui, parce que je vivrais plus cette ambiance avec les concerts, les tournées, les déplacements, la camaraderie qu'on a entre nous. Oui, je vais regretter des choses, c'est certain. J'y pense pas trop. Enfin, je me suis pas trop préparé à ça. Et puis bon, je compte bien continuer à venir écouter mes collègues. Donc, c'est peut-être un passage qui se fera en douceur. Non, mais je veux pas. Enfin, je pense pas trop à ça pour l'instant. Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier dimanche 12 juillet avec au programme Mendelssohn, Elgar et Mozart sous la direction de Simone Young. Et la programmation complète ainsi que les réservations sont à retrouver sur le site officiel de l'OPMC. Des concerts sont prévus jusqu'au 6 août. C'est donc en musique que s'achève cette édition. Les photos qui vont suivre sont signées Charlie Gallo. Juste après, la météo vous sera présentée par Christinda Petit-Homel et moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, le soleil brillera sur la principauté. Il sera simplement accompagné d'un léger voile nuageux tout au long de la journée. Une météo qui sera donc plutôt agréable. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 25 et 30 degrés. Nous fêterons sinon les Benoît, un prénom issu du latin Benedictus qui signifie béni, très répandu en Europe. Il est synonyme de sagesse et de sérénité.